Mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, nous allons pouvoir débuter nos travaux de ce dernier conseil municipal avant l'été étant déjà commencé. Et avant de débuter nos travaux, je vais donc inviter notre directrice générale des services à procéder à l'appel. Bonsoir. Monsieur Geoffroy, présent. Madame Métral-Bornet donne pouvoir à Monsieur Geoffroy. Monsieur Delpuech, présent. Madame Brodas, présente. Monsieur Samingo, présent. Madame Gautin, présente. Monsieur Guilbault, présent. Madame Moller-Cadix, présente. Monsieur Vignol, présent. Madame Lodé-Demas, présente. Monsieur Bourdeau, présent. Madame Georget, présente. Madame Savy, présente. Madame Laforgue donne pouvoir à Monsieur Leray. Madame Lafont, présente. Monsieur Alapetite donne pouvoir à Madame Brodas. Monsieur Luttmann donne pouvoir à Monsieur Guilbault. Monsieur Guise donne pouvoir à Madame Savy. Madame Kozak, présente. Monsieur Zawi donne pouvoir à Monsieur Bourdeau. Madame Bourdelot-Le-Roland, présente. Monsieur Alain Mami donne pouvoir à Madame Gautin. Monsieur Loret, présent. Monsieur Cédric Humbien-Gameau donne pouvoir à Madame Kirkali. Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Delpuech. Madame Vivian donne pouvoir à Monsieur Samingo. Madame Kirkali, présente. Madame Ilman, elle arrive. Madame Massé, présente. Monsieur Rouillet, présent. Madame Adjeli, absente. Monsieur Vrignot, présent. Monsieur Rousseau, présent. Monsieur Pelou, est-ce qu'on a un pouvoir? Donne pouvoir à Monsieur Rousseau. Et Madame Pelou, présente. Pardon. Très bien. Alors, le quorum étant donc atteint, nous pouvons débuter nos travaux. Il nous faut au préalable valider le procès-verbal de notre précédente réunion qui était, je ne sais plus qui, c'était Cyril, hein, c'est ça. Hein, qui tenait la plume, c'était notre ami Cyril Delpuech. Donc tout le monde a reçu ce compte-rendu. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? Il n'y en a pas davantage aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté. L'ordre du tableau voudrait que notre plume soit aujourd'hui tenue par notre collègue Juliette Brodas, qui l'accepte bien évidemment, et nous y consentons. Il en est donc ainsi décidé. Nous avons 13 points inscrits à notre ordre du jour, puis ensuite, je m'efforcerai de répondre le plus précisément possible aux questions qui nous ont été présentées par les groupes de cette Assemblée. Je voulais, elle va nous rejoindre et nous la saluerons bien évidemment à cette occasion, saluer aujourd'hui la présence pour la dernière fois dans notre Assemblée de notre collègue Chiézé Makuta, puisque Chiézé nous a fait savoir aujourd'hui que son époux étant muté dans le sud de la France, elle allait donc avec lui et l'enfant du couple déménager courant du mois de juillet, et donc elle m'informait que ce serait aujourd'hui son dernier conseil municipal. Hein, et bien évidemment, je souhaite saluer sa personne et la singularité de son personnage et tout ce qu'elle a apporté dans le domaine, bien sûr, qui nous concerne, mais également dans le domaine associatif. Chiézé a créé et fait vivre une belle association qui a déjà fait la preuve de l'importance du rôle pour cultiver quelques principes très simples qu'on pourrait qualifier de « aimons-nous les uns les autres ». Ça résume, je crois, assez bien la philosophie de Chiézé, de sa famille et de ses amis. Alors,
Les points soumis à notre ordre du jour donc, sont tout d'abord des points budgétaires, et en particulier le vote du budget supplémentaire présenté par notre collègue Cyril Delpech. Merci, Monsieur le maire. En effet, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57 en vigueur, le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui permet, d'une part, la reprise des résultats cumulés et des restes à réaliser de l'année précédente dégagés par le compte financier unique, et d'autre part, de procéder à des ajustements de crédit et à l'inscription de nouveaux besoins. Le budget supplémentaire de notre commune est avant tout un budget de report et d'ajustement, dont l'objectif poursuivi depuis plusieurs années maintenant est la conservation du fonds de roulement de la commune pour les futurs investissements et prévenir le durcissement du contexte budgétaire des collectivités territoriales. Ce budget supplémentaire 2025 s'équilibre à hauteur de 22 632 euros et 26 centimes, avec les reports 2024 en investissement. Donc pour la section d'investissement, 10 304 024 euros et 7 centimes. Et pour la section de fonctionnement, 6 718 628 euros et 19 centimes. Donc concernant la section d'investissement, et d'abord les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement sont constituées principalement de l'excédent d'investissement arrêté au 31 décembre 2024 à 3 881 240 euros et 74 centimes et du transfert du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour la somme de 6 549 953 euros et 19 centimes. À travers ce budget supplémentaire, il est mis en prévision les nouvelles recettes ou les ajustements à hauteur, donc dans leur globalité, d'une moindre recette globale donc de 280 868 euros et 60 centimes. Donc dans le détail, d'abord une réduction de la prévision de la taxe d'aménagement, donc avec une moindre recette de 100 000 euros. Une augmentation de la recette du fonds de compensation de la TVA d'investissement pour 150 000 euros. Des ajustements de prévision de subventions attendues et perçues. Donc pour l'opération Dojo, subvention du département pour 498 559 euros. Toujours du département, mais ce coup-ci pour la réfection des voiries phase 1, 101 194 euros. Un financement de la région pour le projet de désimperméabilisation et végétalisation des parcs de stationnement, donc Picasso et Bois-l'Évêque, avec une moindre recette attendue d'une part de 13 002 euros et 60 centimes, avec en parallèle une somme ajustée de 92 600 euros et 40 centimes à percevoir. Un financement obtenu de l'ADEME pour l'acquisition de 2 bandes festives pour 54 272 euros. Un financement des microfolies par l'État pour 17 460 euros. Et une participation du département à la restructuration des marques communales pour 10 349 euros. Et donc, je pense que monsieur le maire y reviendra, une annulation de la prévision d'emprunt nouveau, donc à hauteur de 1 million d'euros. Concernant les dépenses d'investissement, donc les dépenses inscrites au budget supplémentaire viennent compléter les crédits de travaux nécessaires à la mise aux normes, la rénovation et la mise en sécurité des bâtiments communaux. Un certain nombre de besoins ont également été recensés sur l'achat d'équipements des services de la ville. Le fonds de roulement déjà constitué sera encore préservé, laissant apparaître une prévision budgétaire non suivie de réalisation dans le respect de l'équilibre dépenses-recettes. Ainsi, une somme de 6 690 496 euros et 48 centimes de crédit non affecté est ainsi portée côté dépenses, qu'il convient toujours de mettre en parallèle du volume d'emprunts mobilisés pour la fin du mandat, la cession du terrain Le Chêne pour 1 280 000 euros et le filet de sécurité exceptionnel perçu fin 2023 à hauteur de 1 300 000 euros. Il nous est donc proposé ce soir de nouvelles dépenses d'investissement à hauteur de 788 923 euros, à savoir donc l'achat de 2 véhicules pour 33 000 euros, la pose d'une œuvre d'art au nouveau dojo pour 12 000 euros, l'achat de mobilier pour les écoles à hauteur de 25 974 euros, l'achat d'équipements pour la restauration scolaire 15 185 euros, à destination de la petite enfance 817 euros, le service jeunesse 400 euros et enfin pour le cinéma 5 820 euros. Achat de matériel spécifique pour les services techniques à hauteur de 74 616 euros. Divers travaux d'entretien des bâtiments pour 233 500 euros, dont 100 000 euros affectés à l'aménagement d'une buvette sur le marché de la ville et 85 500 euros de crédits supplémentaires fléchés sur les travaux PPMS et SSI dans nos bâtiments scolaires de la petite enfance. D'autre part, divers aménagements de voirie pour 160 000 euros, divers travaux sur nos aires de jeu pour 12 500 euros, des provisions diverses pour les travaux aménagements équipements à venir pour 200 000 euros, et enfin le remboursement de la taxe d'aménagement suite à des annulations de permis de construire pour 15 111 euros. Concernant maintenant la section de fonctionnement, donc je vous rappelle que cette section s'élève à la somme de 6 718 628 euros 19.
Donc pour les recettes de fonctionnement, donc dans le cadre de ce budget supplémentaire, elles font suite bien sûr aux modifications, donc aux notifications reçues des services de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement et des bases fiscales prévues pour cette année. Les recettes ajustées concernent un volume de 592 620 € hors reprise du résultat sur divers chapitres budgétaires. Donc pour le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, à savoir donc 209 000 € pour le travail de reprise des redevances du domaine public. Pour la fiscalité locale, produit de la taxe foncière et taxe d'habitation sur résidence secondaire, donc une recette supplémentaire de 58 411 €. Une moindre recette pour la taxe sur la consommation finale d'électricité à hauteur de 5 444 €. Au chapitre des dotations, subventions et participations, donc une compensation de l'exonération de l'État sur la taxe foncière à hauteur de 114 568 €. Une prévision sur le fonds de compensation de la TVA pour le fonctionnement à 50 000 €. Dotation de solidarité urbaine, 32 336 €. La dotation nationale de péréquation, 14 788 €. Et enfin, la dotation forfaitaire, 11 661 €. Concernant les autres produits de gestion courante au chapitre 75, donc apurement comptable des rattachements sur l'exercice antérieur pour 100 000 € et un rappel de charges locatives auprès de notre inspection académique pour 7 300 €. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc elles permettent de couvrir de nouveaux besoins anticipés sur l'année pour 168 675 €. Donc au chapitre 11 pour les charges à caractère général, donc pour l'achat de denrées pour la restauration pour 45 975 €. L'achat de diverses fournitures, prestations de services pour 12 700 €. Au chapitre charges de personnel, donc le chapitre 12, ajustement du budget de la masse salariale à hauteur de 100 000 €. Écriture comptable, annulation sur exercice antérieur, 10 000 €, donc au chapitre 67. Et enfin, on l'évoquait déjà précédemment, un virement à la section d'investissement pour 6 549 953 € et 19 centimes. Donc ce budget supplémentaire est bien sûr équilibré. Il contribue au maintien de la mise en œuvre des projets communaux et politiques publiques. La commission administration générale, finances, ressources humaines a émis un avis favorable unanime. Et monsieur le maire vous propose de bien vouloir en délibérer. Merci. Je pense que tout ce qui devait être dit l'a été, donc je n'ai pas d'éléments supplémentaires à apporter. Bien évidemment, s'il y avait lieu de répondre à quelques questions, nous le ferions bien volontiers, notre collègue Cyril et votre serviteur. Bien, je ne vois pas de remarques particulières. La commission a donc bien travaillé. Je vais soumettre ce projet de budget supplémentaire à votre approbation. Qui est d'avis de l'adopter? Avis contraire? Pas d'avis contraire. Abstention? 6 abstentions, puisque Daniel a le pouvoir de notre ami Paul. Alors, nous pouvons passer à la délibération suivante, la première ayant été adoptée à l'unanimité, puisque seuls comptent les votes qui se sont exprimés. Le deuxième point, le rapport d'utilisation pour 2024 du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Et c'est à nouveau Cyril Delpuech. Merci, monsieur le maire. Je ferai juste une parenthèse. J'ouvre une parenthèse, je refermerai directement, parce que je constate, et pour les collègues présents à la commission finances, nous constatons une fois de plus un changement de vote entre la commission et la séance publique du conseil municipal. Je referme cette parenthèse. Donc, concernant le SRIF, donc le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France a été créé par la loi numéro 91-429 du 13 mai 1991. Ce dispositif fait partie d'un ensemble de dotations de péréquation ayant la vocation à contribuer à améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, et d'autre part, attribue aux communes ne disposant pas de ressources fiscales suffisantes des moyens financiers pour mener des actions en matière de développement social urbain. Ces dispositifs de péréquation assurent une redistribution des richesses entre les communes de notre région et également sur le plan national à travers d'autres dispositifs comme la dotation de solidarité urbaine par exemple. Grâce à un mécanisme de prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes les plus riches au profit des communes les plus défavorisées, ces dispositifs garantissent une certaine solidarité entre les communes de France. En application donc de l'article L2531-16 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune ayant bénéficié au titre de l'exercice précédent d'une attribution de ce fonds présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice,
un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement. Donc, notre commune, en 2024, a bénéficié d'une participation de 853 424 €, la ville n'étant pas contributrice au fonds. Donc, évidemment, vous trouvez, vous l'avez vu en annexe, le rapport qui vous détaille les actions, que ce soit en termes d'investissement ou de fonctionnement. Et donc, conformément à l'article L. 2531-16 que je citais, Monsieur le maire nous demande de bien vouloir prendre connaissance et donner acte de la présentation de ce rapport. Et la commission Administration générale, finances et ressources humaines a là aussi émis un avis favorable unanime. Merci. Alors, je profite de ce point pour vous informer de la confirmation la semaine passée de la somme que nous avons inscrite au titre du Fonds de solidarité de la région Île-de-France dans le budget 2025, qui est la même que celle qui nous avait été attribuée en 2024 et dont il vient d'être rendu compte de son utilisation. Vous savez peut-être en effet que je préside à la préfecture de région le comité des élus du FSRIF, c'est comme ça qu'on l'appelle, lequel était chargé la semaine passée donc d'évoquer et de prendre connaissance des dispositions proposées par le gouvernement, plus précisément la direction générale des collectivités locales, concernant la répartition de ce fonds de solidarité. Je rappelle que le FSRIF, ça relève de ce qu'on appelle la péréquation horizontale, pour un montant global de 350 millions d'euros au sein de l'ensemble des communes d'Île-de-France. Il y a les communes contributrices, et notamment la ville de Paris pour 240 millions d'euros, et puis il y a les communes qui bénéficient d'une partie de ce fonds. La commune de Comble-la-Ville en fait partie, donc pour un peu plus de 850 000 euros. Ces 850 000 euros sont à nouveau garantis pour l'année 2025. Nous ne pouvons pas, bien sûr, envisager de manière certaine qu'ils le seront également en 2026, mais si les critères ne changent pas, c'est-à-dire s'ils se reposent toujours sur le potentiel fiscal, le potentiel financier et le pourcentage de logements sociaux, il n'y a aucune raison que nous puissions passer à côté en 2026. Dans le pire des cas, qui serait celui où nous ne serions pas à nouveau éligibles en 2026, je vous rappelle la règle dont nous avons bénéficié dans le passé et qui s'imposerait également pour notre bénéfice, qui serait que, ne bénéficiant plus du fonds, nous bénéficions malgré tout de la moitié de ce que nous percevions jusque-là. Et nous aurons largement l'occasion, dans le cadre de la préparation du budget 2026, de solidifier notre approche du sujet et de confirmer ce que nous croyons, à savoir que notre éligibilité est probablement pérenne sur un assez moyen terme dans les années qui viennent. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix. Donc, c'est le rapport sur l'utilisation des crédits qui avaient été attribués à la commune dans le cadre de ce fonds. Qui est pour? Visiblement, tout le monde. Je ne vois pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Nous changeons le micro pour le confier à Laure Agnès Moller-Cadiz qui nous présente les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour l'année 2026, puisque nous devons toujours délibérer l'année d'avant dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il est proposé ce soir au conseil municipal d'approuver les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure, donc la TPE, pour l'année 2026. Cette taxe, pour rappel, a été instaurée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et elle a été mise en place à Comble-la-Ville par une délibération du 20 octobre 2008 pour une application dès le 1er janvier 2009. La TPE, elle s'applique aux supports publicitaires qui sont à la fois fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local, soit les dispositifs publicitaires, les enseignes et également les préenseignes. Conformément aux articles L454-39 à L454-48 du Code des impositions des biens et des services, le CIBS, les tarifs de la TPE doivent être fixés avant le 1er juillet de l'année N pour une application en N+1. Les tarifs maximaux de la TPE dépendent du nombre d'habitants et de la nature du support, donc publicité, enseigne ou préenseigne.
Les tarifs maximaux de base ont été fixés par les articles L454-60 à L454-62 du CIBS et augmentent chaque année de façon proportionnelle au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Donc pour les tarifs de l'année 2026, ce taux de croissance est de 1,8%. On se base évidemment sur un indice de l'INSEE. Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré. Pour les dispositifs qui sont installés ou retirés en cours d'année, le calcul se fera donc comme les années précédentes au prorata du nombre de mois d'implantation. Concernant les enseignes, elles sont exonérées des établissements dont la superficie totale est inférieure ou égale à 7 mètres carrés sur une unité foncière et pour une même activité. En revanche, donc particularité que je rappelle depuis le 1er janvier 2025, les éléments de mobilier urbain publicitaire, donc hors les abris voyageurs, qui sont mis en place par convention avec la commune, ne sont plus exonérés de la TPE. Ceci étant dit, la commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable à l'unanimité et au vu de ces éléments, monsieur le maire nous propose d'adopter les tarifs de la TPE pour 2026. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, je vous en prie. Oui, merci pour la présentation précise de la TPE. C'est une remarque plutôt une demande, savoir compléter le tableau qui nous est présenté par les éléments qui étaient appliqués l'année précédente et enfin les 2 années, pour voir tout simplement un petit peu quelle est l'évolution un petit peu de cette taxe au travers des années. On peut effectivement aller la rechercher, mais peut-être par simplicité et puis clarté. C'était à savoir si, peut-être pour l'année prochaine, mais on pourrait compléter un tableau avec les éléments des années précédentes, des 2 années précédentes. Je vous remercie, monsieur le maire. Bien, bon, en séance, bien sûr, nous n'avons pas les éléments dont vous parlez, mais nous ferons en sorte de les annexer au compte-rendu de la réunion pour qu'ils soient portés à la connaissance de tous les collègues. Et je ne vois pas d'inconvénient pour que l'année prochaine, sur cette même délibération, on fasse référence aux 2 années antérieures. Oui, Laure Agnès ? Une petite précision et en réponse à mon collègue, je l'invite également à participer ou son collègue qui siège dans la commission à se joindre à la commission aménagement et développement durable puisque cette délibération était à l'ordre du jour de cette commission. Donc c'était le lieu d'échange pour poser toutes ces questions et les services étaient également présents. Donc voilà, je l'invite en tout cas à le faire pour l'année prochaine. Très bien. Oui, je tiens à mettre... Vous avez souhaité reprendre la parole? Oui, excusez-moi, oui, tout à fait. Bon, bah, c'est de bonne guerre. Je n'ai pu être présent pour des raisons personnelles. Je tenais à vous le dire. Bien sûr, j'aurais été ravi d'être présent et échanger, mais ne voyez pas dans le fait de poser la question aujourd'hui une autre intention que celle d'avoir des informations. Je vous remercie. Très bien. Tout ceci dans un excellent état d'esprit, ne remettant pas en cause, je suppose, le fond du sujet. Pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Il y a quelquefois un découragement à faire preuve de bonne volonté, mais il ne me gagnera pas. Il en est ainsi décidé. Le point numéro 4 que nous présente John Samingo, c'est la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération, on a tendance à voter justement sur ce genre de délibération à chaque conseil municipal. Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes et départs pour des missions, disponibilité, détachement, mutation, retraite, en fin de contrat, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Au sein de la direction de la communication, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, et suite au départ pour des missions de l'agent précédemment en poste, il est proposé de faire évoluer le poste en chargé de communication digitale à compter du 1er juillet 2025. Au sein de la direction de la petite enfance, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions et en réponse à l'obligation réglementaire relatif aux référents santé, accueil inclusif dans les établissements d'accueil du jeune enfant, il est proposé de créer un poste de référent santé, accueil inclusif à compter du 1er juillet 2025.
au sein de la direction de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions. Il est proposé de créer un poste de chargé d'opération bâtiment à compter du 1er juillet 2025, de modifier les cadres d'emploi du poste de référent logistique et contrat d'entretien à compter du 1er juillet 2025, de faire évoluer le poste de chef d'équipe espace vert en un poste de responsable de service espace vert à compter du 1er juillet 2025, au sein de la police municipale et pour renforcer les effectifs et assurer les missions de sécurité, de prévention et de proximité dans les meilleures conditions. Il est proposé de créer un poste de gardien de police municipale à compter du 1er septembre 2025, au sein de la direction de l'action éducative. À la suite de l'inscription sur liste d'aptitude d'un agent ayant réussi l'examen professionnel dans le cadre de la promotion interne, il est proposé de modifier le cadre d'emploi du poste de responsable du service scolaire à compter du 1er juillet 2025. Au sein du service enfance ATSEM, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de procéder à l'augmentation de la quotité de travail du NATSEM à compter du 1er septembre 2025. Au sein de la direction de la restauration et de l'entretien ménager, à la suite du départ à la retraite d'un agent et pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de modifier le cadre d'emploi d'un poste de référent relais à compter du 1er juillet 2025. Au sein du service du centre social Trait d'Union, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de procéder à l'augmentation de la quotité de travail du référent famille à compter du 1er juillet 2025. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous prie de bien vouloir adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal, en sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable unanime. Merci. Pas de remarques ni de questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé, ce qui me permet, j'ai omis de le faire tout à l'heure au moment où j'ai rendu hommage à notre collègue Chiézé, que je salue. Je voulais donc vous dire que ce point qui d'ordinaire est présenté par notre collègue Marie-Martine Métral-Bornet aurait pu l'être par l'intéressée aujourd'hui puisqu'elle l'avait souhaité, mais nous lui avons recommandé, puisqu'elle commence à se rétablir, ayant enfin pu bénéficier d'un traitement qui fonctionne mieux sur son arythmie cardiaque, on va l'appeler comme ça, mais nous lui avons conseillé de ne pas trop forcer par ces jours de grosse chaleur, et je forme des vœux pour que, comme elle nous l'a dit, nous puissions la retrouver au mois de septembre en parfaite forme, ce qu'elle mérite totalement. Donc nous pouvons passer, ça a été adopté, je crois, je n'ai pas, parce que quelquefois j'oublie de faire adopter, on me le fait remarquer, ça n'est pas le cas. Le point numéro 5 que nous présente notre collègue Yadek Kirkali, c'est le renouvellement de l'adhésion au groupement de commande pour la fourniture et la livraison de sel de déneigement. Nous sommes en pleine saison. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Afin de permettre aux communes du territoire de pouvoir, à leurs besoins, en matière de fourniture de sel et de déneigement et de bénéficier de tarifs attractifs liés à la mutualisation des achats, un groupement de commande entre les villes de Lieusaint, Comblaville, Versailles, Cesson et Savigny-le-Temple a été constitué. Le marché actuel attribué à la société Ogalmap arrivera à échéance le 8 décembre 2025. Les différentes parties ont confirmé leur souhait de renouveler leur adhésion au groupement de commande. Au vu de ces éléments, je vous propose d'adopter l'adhésion au groupement de commande pour la fourniture et la livraison de sel de déneigement. Au vu de l'avis favorable unanime de la commission aménagement et développement durable, Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci. Voilà une délibération qui ne manque pas de sel, donc pas de remarques, pas de questions. Je la mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Le point numéro 6 que nous présente Laure Agnès Mollard-Cadix, comme en pareille époque chaque année, c'est le rapport 2024 de notre délégataire de service public en charge de la gestion de notre marché communal. Merci Monsieur le maire. Effectivement, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport concernant l'activité du marché en 2024.
Donc, conformément à la convention de délégation de service public, la DSP, ce rapport est établi par le groupe Géraud, donc concessionnaire qui s'occupe de la gestion du marché communal. Le rapport comprend la présentation du groupe Géraud, la présentation du marché de Comble-la-Ville, la liste des 24 commerçants abonnés et leur répartition par activité. Il dresse également un bilan d'exploitation annuel avec le suivi technique de la halle, donc l'entretien et les travaux. Les 2 commissions du marché qui sont organisées par la commune en 2024, un lieu d'échange entre le délégant, le délégataire et le président représentant donc les commerçants du marché. Et également donc, le bilan financier et juridique. L'année 2024 présente un résultat financier excédentaire avec des recettes qui sont liées aux droits de place des commerçants supérieurs aux dépenses du délégataire. De plus, le rapport recense les animations qui sont effectuées dans l'année par les commerçants du marché et détaille leur budget d'animation. Enfin, ce rapport évoque des pistes d'amélioration avec l'objectif de recruter un nouveau boucher, mais également d'attirer de nouveaux clients en travaillant sur l'ambiance générale du marché. Par exemple, proposer la dégustation sur place, donner une nouvelle dimension à la buvette, proposer des animations musicales ou culturelles. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire nous propose de prendre acte du rapport d'exploitation du marché qui est annexé à cette délibération et qui nous a été remis par le délégataire les fils de Madame Géraud pour l'année 2024, sachant que la commission municipale aménagement et développement durable avait émis un avis favorable unanime concernant ce rapport. Je vous remercie. Merci. C'est bon. Voilà, je renouvelle à nouveau auprès de Madame Mollard-Cadix le fait est qu'elle n'ait pas pu, pour des raisons familiales, être présente à la commission. Cependant, je tenais à dire quelques mots suite au rapport 2024 du délégataire du service public de la gestion du marché communal. J'ai l'occasion depuis de nombreuses années, à de nombreuses reprises, de pouvoir discuter avec un bon nombre de commerçants, dont le président, ainsi que des personnes qui fréquentent régulièrement le marché. L'inquiétude sur l'avenir de ce marché est plus que palpable. Et la disparition de commerçants depuis le début de l'année, dont un emblématique, pour ceux qui y vont, je dirais c'est le marchand Lenoble, a de quoi nous interroger sur la stratégie suivie par le délégataire, notamment depuis que l'espace actuel a bénéficié d'une reconstruction totale, depuis quelques années. Le constat qui est fait par le délégataire évoque certes le besoin d'un renouveau, mais se contente, comme les années précédentes, de se satisfaire des résultats. Aucune analyse, aucune remise en question de la stratégie suivie depuis plusieurs années, aucune interrogation palpable. Quelles sont les raisons profondes de la désaffection croissante de ce marché? Ce ne sont pas les quelques graphiques présentés qui nous éclairent. Les animations au nombre de 4 sont, depuis de nombreuses années, toujours les mêmes, sans originalité, ne créant que peu de dynamisme. Et pourtant, quand on regarde le budget animation, on constate qu'il y a un solde disponible de 41 704,90 €, ce qui représente 79,52% du montant global des recettes encaissées. Ce qui peut nous interroger sur la volonté du délégataire de vouloir engager de vrais projets de rénovation. Pour traiter l'ensemble de ces problématiques, c'est inscrit dans le dossier, 2 commissions ont eu lieu. L'une s'est tenue le 27 février et l'autre le 26 novembre. Il est peut-être encore temps de recueillir, par des moyens appropriés et modernes, les avis et suggestions des utilisateurs du marché, des commerçants dans leur ensemble, voire des citoyens au niveau de Comble-la-Ville. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes amenés à ne pas approuver le rapport du délégataire qui nous est présenté ce soir. Nous vous remercions. Merci. Ce qui vient d'être dit est important. Le vote n'est pas l'approbation de ce que dit le délégataire. Le vote, c'est sur le fait que la commune qui en a l'obligation a répondu à cette obligation qui est de présenter au conseil municipal le rapport qui lui a été fourni par le délégataire. J'insiste parce que s'il devait y avoir un vote négatif avec les explications qui ont été données, je pense que tout le monde s'y retrouverait, mais il serait malencontreux qu'un vote négatif vienne pour une raison différente de l'expression publique que vous venez d'avoir, fasse croire que
la commune n'a pas rempli ses obligations par rapport à la présentation du rapport. C'est ce que je me permettais de dire, non pas pour aller à l'encontre, parce que je viendrai sur les quelques points que vous avez évoqués, mais tout simplement pour que les choses, et je crois qu'elles le sont, soient très claires entre nous. Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr, vous avez compris, c'est pas du tout dans le cadre de la convention qui est passée entre la ville et puis le délégataire. C'est effectivement sur les éléments que présente le délégataire. Voilà. Alors peut-être on a pris cette position contre. C'est pas du tout contre effectivement la ville. Et on soutient même, j'allais dire, le développement du marché. On soutient le fait est qu'effectivement il y ait une amélioration. Mais alors je ne sais trop comment faire. Mais la enfin voilà, le rapport tel qu'il est présenté, pour nous est difficile d'être approuvé. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, quoi. Voilà. Je comprends, mais il me semblait naturel de faire cette remarque. Oui, vous interrogez sur la stratégie du délégataire. Les réunions de commission du marché qui sont visées dans son rapport sont des réunions d'une très grande qualité quant aux échanges que nous y avons. Elles réunissent la commune, le délégataire et la représentation des commerçants. Donc, les parties prenantes que je viens d'évoquer sont bien autour de la table et discutent de tous les sujets. Bon, on a une préoccupation à laquelle la réponse est difficile à apporter par les temps qui courent sur un deuxième boucher depuis qu'un boucher historique, M. Anger, a pris sa retraite et n'a pas pu être remplacé. Bon, et c'est vrai qu'il semble que c'est assez compliqué ces derniers temps de trouver des bouchers de ville, si j'ose dire, avec la très grande concurrence qui existe sur les produits concernés dans ce qu'on peut appeler les moyennes ou grandes surfaces. Bon, le fait que notre ami René Lenoble, après 40 ans de bons et loyaux services, ait décidé de prendre sa retraite du marché de Comblaville est en soi, bien sûr, un sujet parce que c'est tout un flanc gauche du marché qui se trouve aujourd'hui vide. Je serais tenté de dire que ceci devait bien arriver un jour. Nous avons fait et nous continuons à faire côté commune des efforts pour essayer de trouver un repreneur. Je ne vous cache pas que j'ai fait beaucoup pour essayer de convaincre nos nouveaux commerçants de côté ferme, qui sont d'ailleurs des amis de la famille Lenoble, de venir s'installer sur notre marché. Ils ont décliné l'invitation parce qu'ils sont déjà, en plus de la boutique de Comblaville, sur d'autres marchés et qu'ils rencontrent un problème que beaucoup d'autres rencontrent, qui est de trouver du personnel qui soit suffisamment disponible et compétent pour animer un étal de primeurs sur des marchés couverts. C'est un métier qui n'est pas si facile que ça à acquérir, surtout quand on est jeune et qu'on fait ça comme étudiant, particulièrement seulement quelques matinées par semaine. Mais notre délégataire nous faisait savoir lors de notre dernière réunion que l'espoir n'était pas vain et que probablement on trouverait quelqu'un. Bon, il y a de vraies questions sur l'évolution des marchés et l'évolution des modes de consommation de nos concitoyens par rapport au marché couvert. Ça ne veut pas dire, et là je suis un peu en décalage par rapport à votre propos, que le marché de Comblaville est en grave difficulté. Il est, comme beaucoup de marchés, frappé de plein fouet par l'ensemble des crises qui se sont succédées et par ce qu'on pourrait appeler, oui, parce que c'est une réalité, une certaine forme d'appauvrissement relatif d'une partie de nos concitoyens qui ont aujourd'hui peut-être d'autres modes de réponse par rapport à leurs besoins que ceux d'un marché couvert, mais nous y travaillons. C'est d'ailleurs pour ça, vous avez vu dans le vote du budget supplémentaire que parmi les quelques dépenses d'investissement nouvelles que nous avons souhaité inscrire dès l'année 2025, il y a celle de la reconfiguration du marché par le changement de localisation de la buvette, pour qu'elle soit en interface, mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui, entre le marché
et l'extérieur du marché. C'est un investissement que nous avons décidé ensemble avec les commerçants et les délégataires de porter pour essayer d'amplifier l'attractivité de ce marché. Les animations, elles sont ce qu'elles sont. Vous avez raison, parce qu'on en a fait également la remarque de le noter, que les budgets animation ne sont pas intégralement dépensés. Quand on voit côté commerçant et leurs représentants que l'on connaît bien, il semblerait qu'une nouvelle dynamique soit susceptible de se créer avec les 2 nouvelles personnes qui sont nos correspondants de la Société des Fils de Mme Géraud sur la commune. La personne qui, au siège, est en charge donc de piloter le contrat, et la personne qui, en proximité, vient de prendre le rôle de placier et qui semble effectivement avoir quelques idées que j'ai trouvées positives et un peu décoiffantes pour un petit peu faire bouger le marché, lequel, pour bouger, a besoin du concours de tous, y compris de celui de ses clients. Et c'est un travail permanent que de créer et conforter l'attractivité de ce marché. J'ajoute que la commune a fait quand même beaucoup d'efforts pour y parvenir, ne serait-ce que le samedi matin, en faisant en sorte que la rue de Varennes soit en sens unique dans le sens de la descente, dégageant ainsi plus d'une trentaine de places de stationnement supplémentaires. S'il y a une chose qui est acquise sur notre marché couvert et qui n'est pas acquise partout, c'est le fait qu'on puisse y venir sans pouvoir ensuite faire remarquer qu'on n'a pas pu stationner pour faire ses courses. Il n'y a, depuis la création du nouveau marché et des dispositions que je viens de rappeler, aucune remarque de quiconque faite à la commune sur l'incapacité à trouver une place pour se stationner, y compris les jours de grande fréquentation, comme celles qui précèdent les fêtes de fin d'année en particulier. Mais l'ensemble de vos remarques recoupe pour un grand nombre d'entre elles les sujets sur lesquels nous échangeons avec notre délégataire en parfait lien avec le président des commerçants et l'ensemble de ses confrères. Ceci étant dit, je vais mettre aux voix, sachant ce qui a été exprimé et les conditions dans lesquelles ça l'a été et l'éventuelle traduction. Donc, qui est favorable à cette délibération? Avis contraire? Avis contraire? Il n'y a pas d'avis contraire. Abstention? Voilà. Donc, votre abstention correspond au fait qu'on a bien fait notre travail, mais que c'est le délégataire qui ne l'aurait pas fait complètement comme vous le souhaitez. C'est à peu près ça. Très bien. Merci. Alors, le point suivant que nous présente Yvon Leray, c'est la convention de prestation de services relative au déneigement et à la viabilité hivernale à passer avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Il s'agit là des voiries de nos zones d'activité qui relèvent de la gestion de Grand Paris Sud. Oui, merci Monsieur le maire. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de parler de déneigement une journée de canicule, mais vous le savez, administrer la cité, c'est prévoir. Et c'est ce que nous faisons à travers cette délibération. La compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité économique, ZAE, a été transférée le 1er janvier 2017 à Grand Paris Sud par ses communes membres. L'exercice de cette compétence implique la gestion des voies situées au sein des ZAE. Ainsi, la communauté d'agglomération doit assurer sur l'ensemble de son territoire le déneigement et la viabilité hivernale des voiries situées sur ces zones. Or, la communauté d'agglomération ne dispose pas de moyens humains et techniques nécessaires pour assumer cette compétence. Ainsi, Grand Paris Sud a demandé à la commune d'assurer sur son territoire, les prestations de déneigement et de viabilité hivernale. Il s'agit d'une convention de prestation de services qui n'emporte pas transfert de compétences. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'approuver la convention de prestation de services relative au déneigement et à la viabilité hivernale avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, sachant que la commission également aménagement et développement durable a émis un avis favorable unanime. Merci. Visiblement, ces explications suffisent. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté. Le point 8,
est un point sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec les représentants de chaque groupe de notre Assemblée. Il s'agit, par cette délibération, de changer la dénomination d'une voie de notre commune. Il s'agit de la rue anciennement de la mairie à laquelle nous avions donné le nom de l'abbé Pierre avant que toutes les informations terriblement dramatiques que nous avons accumulées depuis un certain temps à propos de l'abbé Pierre nous conduisent non pas à regretter d'avoir souhaité donner son nom à cette rue, mais de l'avoir fait alors que nous ignorions, ce qui naturellement nous aurait conduit à ne pas le faire. Par contre, j'ai estimé que à côté de la problématique de l'abbé Pierre, il y en a une qui, elle, est immuable quant à sa qualité, quant à sa portée et quant à sa puissance. C'est l'activité des compagnons d'Emmaüs, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, j'avais reçu, me semble-t-il, un avis tout à fait favorable de l'ensemble des groupes de notre Assemblée, proposer que cette rue porte dorénavant le nom de rue des compagnons d'Emmaüs, en hommage à l'œuvre de ces compagnons. Je pense que nous étions d'accord, puisque nous en avions parlé. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vais soumettre à votre approbation, qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. On est donc ainsi décidé. Il y a peu d'habitants dans cette rue, mais nous avons prévenu l'ensemble, il y a 2 ou 3 habitants, des habitants de notre intention, et nous avons reçu un retour d'un de ces habitants qui nous a fait savoir sa grande satisfaction de la décision que nous nous apprêtions à prendre et qu'aujourd'hui nous venons de prendre. Le micro passe entre les mains d'Anne-Marie Bourdelot-Le Roland qui nous présente le rapport d'activité du CIVOM de la Vallée de l'Yerre et des Sénards pour l'année 2024. Merci, Monsieur le maire. Le CIVOM de la Vallée de l'Yerre et des Sénards assure pour le compte de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et par délégation les compétences en matière de collecte et des traitements des déchets ménagers. Par ailleurs, la commune a transféré au CIVOM la compétence nettoyage des voies et des espaces publics comprise dans la section urbaine, propreté urbaine. Quelques chiffres tirés du rapport d'activité du CIVOM pour 2024. 15 communes adhérentes réparties sur 3 départements, Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne, 4 agglomérations, Val-d'Yerre, Val-de-Seine, Grand Paris Sud-Est, Avenir, la communauté de communes Loré de l'Abri et Grand Paris Sud, Seine-Essonne. Le CIVOM a pris en charge en 2024 93 529,37 tonnes de déchets, ce qui représente une augmentation de 4,06% par rapport à 2023, soit 3 651,40 tonnes de déchets en plus. Emballage et papier, 8 tonnes 764 en 2024, soit 5,86%. Les végétaux, 10 097 tonnes en 2024, soit plus 20,09%. Les résiduels pour 41 464 tonnes en 2024, soit 1,64%. Le verre, 3 668 tonnes, soit moins 2,45%. Les encombrants, 3 059 tonnes en 2024, soit moins 11,12%. Les matériaux déposés, 23 484 tonnes en 2024, soit plus 5,69%. Le textile, 525 tonnes en 2024, soit plus 9,83%. Et les piles, 8,46 tonnes en 2024, soit plus 21,40%. Un constat, la production globale des déchets est de 506 kg par habitant par an. Celle-ci est inférieure à la moyenne nationale, 526 kg par habitant par an, et reste supérieure à la moyenne régionale, 456 kg par habitant par an. Le CIVOM se distingue par une collecte plus importante que la moyenne régionale pour les matériaux, plus 5,69%, les végétaux, plus 20,09%, et les emballages
et papier, plus 5,86%. Considérant que ce rapport doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal, entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation du rapport d'activité 2024 du CIVOM, fait et délibéré les jours moins en susdit et ont les membres présents signant au registre pour copie conforme. Et la commission a donné un avis favorable à cette présentation. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le point suivant qui nous est présenté par Cyril Delpuech, c'est la modification du règlement intérieur de nos accueils péri- et extrascolaires. Merci, Monsieur le maire. Il est effectivement proposé à notre Assemblée ce soir d'actualiser le règlement intérieur des accueils péri- et extrascolaires. Donc, pour reprendre les modifications les plus significatives qui sont apportées dans ces règlements, donc d'abord, un point de forme, les structures autrefois appelées animation de quartier portent désormais le nom de club enfance. D'autre part, donc l'heure d'arrivée maximale dans nos accueils de loisirs le mercredi sera modifiée à la rentrée pour passer à 9h au lieu de 9h30, afin de commencer plus tôt les activités et de ne pas perturber l'organisation de la matinée. Les horaires des études ont déjà été modifiés depuis la rentrée dernière, puisque maintenant les études ont lieu le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h45 et non plus 17h30, afin de s'aligner sur la fin de la première tranche de nos accueils. Donc là, pareil, on l'inscrit maintenant, même si c'est en vigueur depuis le début de l'année. Donc d'autre part, le délai de réservation des prestations est revenu au jeudi et non plus le mardi de la semaine précédente. Là aussi, il convient d'acter ces modifications au sein de nos règlements intérieurs. D'autre part, il sera considéré dorénavant que les séances d'études seront remboursables en cas d'absence de l'encadrant et non facturées en cas de grève, et aussi qu'en cas de non-paiement de la période en cours, l'inscription de l'enfant sur le trimestre suivant sera annulée. Pour rester sur la même thématique, poursuivre la même idée, il sera désormais possible, en l'absence d'un enseignant qui aurait conduit les parents à garder l'enfant à la maison, que les prestations réservées ce jour-là entrent dans le cadre de non-facturation. Et enfin, pour plus de souplesse, le délai de demande de remboursement sera allongé à 14 jours. Et par ailleurs, afin d'en améliorer la lisibilité, le document a été simplifié et restructuré. Cette démarche vise à en faciliter l'appropriation par les familles et à encourager une lecture attentive. Le format initial s'étant révélé trop dense et hétérogène. Donc notre commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, comme évoqué lors de la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen, j'ai rappelé l'origine de la création des structures d'accueil de loisirs qui s'intitulaient les animations de quartier, appelées désormais Club Enfance. Les animations de quartier, alias les ACU, avaient été créées à partir d'un constat. Beaucoup d'enfants de 6 à 11 ans n'étaient pas inscrits en accueil de loisirs classique, soit parce que le fonctionnement était trop contraignant pour les parents, horaires, distance, modalités d'inscription, soit parce que certaines familles n'avaient pas les moyens financiers pour inscrire leurs enfants, si bien que bon nombre d'enfants restaient livrés à eux-mêmes, parfois toute la journée, aérés dans les rues, les parcs ou les aires de jeu. Ainsi, ces structures de proximité avaient pour vocation d'offrir une offre de services éducatifs et de loisirs à ces enfants, à ces familles, en proposant un fonctionnement plus souple, moins contraignant et moins onéreux. En filigrane, au-delà des activités proposées aux enfants, les animateurs de ces structures avaient des missions donc d'accompagnement éducatif et de développement de liens sociaux et travaillaient de concert avec l'équipement jeunesse de l'époque, l'espace préado, pour permettre une continuité éducative. À l'époque, les ACU comptaient 2 espaces d'accueil répartis dans la ville. L'un était situé dans un local attenant à l'école Sommeville, l'autre dans un local attenant à l'école de Loré-du-Bois. Il a été décidé de fermer celui de Sommeville parce que l'effectif se raréfiait, m'a-t-on appris. Celui de Loré-du-Bois est toujours ouvert, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires, et accueille désormais jusqu'à 24 jeunes maximum. Alors loin de moi l'idée de mettre en doute l'argument de l'effectif qui était peut-être avéré au moment de la décision de la fermeture de l'espace de Sommeville, mais actuellement, au gré de mes promenades dans Comble-la-Ville à des jours et horaires variables, notamment le mercredi et le week-end, je constate que beaucoup d'enfants, souvent très jeunes, sont de nouveau dans les rues, les parcs et les aires de jeux livrés à eux-mêmes. C'est un constat réellement préoccupant. Je rappelle que la délinquance des mineurs est en constante augmentation dans notre pays, et particulièrement en Île-de-France. Je suggère donc qu'un état des lieux soit diligenté pour évaluer et comprendre la réapparition de ce phénomène, car il ne faudrait pas laisser persister ce dernier au risque de voir augmenter les incivilités
et la délinquance juvénile dans notre commune. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. C'est un point effectivement qu'on avait déjà abordé en commission, et donc j'avais évoqué effectivement qu'à un moment donné, on avait constaté que, et sur le Ré-du-Bois et sur l'école, enfin sur Sommeville en tout cas, sur ce qu'on appelait les ACU à l'époque, on avait une forte baisse des effectifs. C'est pour ça qu'on avait choisi d'en faire plus qu'un seul pour mutualiser les moyens et les regrouper sur le Ré-du-Bois. Bon, il se trouve que suite à une belle campagne de communication qui a été faite l'année dernière, on a retrouvé des effectifs qui nous permettent d'accueillir beaucoup plus d'enfants. Donc on a atteint l'année dernière nos capacités de 24 enfants. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus sur ce que tu constatais, enfin ce que vous constatiez, chers collègues, dans les rues en effet. Mais voilà, je reconfirme en tout cas en séance publique ce qu'on avait évoqué la semaine dernière en commission, effectivement, sur le pourquoi est-ce qu'on avait regroupé en un seul accueil au lieu de 2 à l'époque, effectivement. Merci. Oui, allons-y. Les séances d'études, c'est le soutien scolaire du CCAS? Ah non, ça n'a rien à voir? D'accord. Ok. Très bien. Bon, l'échange qui vient d'avoir lieu est intéressant et n'est pas contradictoire, hein. Je crois que nous allons dans la même direction et nous avons à tenir compte des évolutions d'attente toujours difficile d'ailleurs à formuler et à percevoir de la part des publics concernés et les capacités à faire. En tous les cas, il y a 2 choses qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est que aucun enfant n'est sur le bord du chemin lorsque sa famille a souhaité qu'il soit admis en centre de loisirs, notamment dans la période qui s'ouvre à partir de la semaine prochaine et la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est important. Et puis, le fait que, surtout en dehors des horaires scolaires et quand il fait beau et qu'on peut être dehors, qu'il y ait des enfants et des jeunes dans les espaces publics de la commune, n'est pas en soi un phénomène inquiétant. Hein, je crois qu'il ne faudrait pas que se développe l'idée qu'à partir du moment où des enfants sont ensemble, elles se retrouvent à quelques-uns pour aller dans tous les espaces, ils sont nombreux, de détente et de loisirs que contient la commune, il constitue un danger et un risque pour la tranquillité. Il ne faudra pas que cette idée s'installe, ce n'est pas votre propos, hein, mais c'est bien d'avoir des gamins dans la rue qui discutent, qui vont d'un endroit à l'autre, qui peuvent jouer ensemble. Je trouve que c'est plutôt bien, hein, et c'est bien également, et nous le faisons, hein, que les enfants et les familles qui le souhaitent puissent être accueillis dans des conditions où il y a un projet. On y viendra d'ailleurs tout à l'heure, je crois, dans le cadre de la question que vous avez posée. Bien, je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il en est donc ainsi décidé. Ce qui nous permet de passer à la délibération numéro 11 que nous présente Juliette Bredas. C'est la signature d'une convention d'adhésion avec l'association Vacances Ouvertes. Merci, Monsieur le maire. L'association Vacances Ouvertes, reconnue d'utilité publique, agit à l'intersection de l'éducation populaire, de l'action sociale et du tourisme social. Elle milite pour le droit aux vacances et la dimension émancipatrice de la construction de projets de séjour pour les jeunes. Elle a mis en place le dispositif Parcours Vacances, spécifiquement conçu pour les jeunes de 16 à 29 ans, en parcours d'insertion sociale et professionnelle. Ce programme s'inscrit pleinement dans la lutte contre les inégalités et l'exclusion et vise à élargir le champ des possibles en phase avec la loi de 1998 contre les exclusions. L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objet national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté. Le programme Parcours Vacances vise à renforcer l'autonomie des jeunes à travers la concrétisation de leurs projets de vacances. Il offre l'expertise de Vacances Ouvertes,
pour un accompagnement personnalisé des professionnels, un soutien financier de 180 € par jeune sous forme de chèque vacances grâce à un partenariat avec l'Agence nationale pour les chèques vacances. Pour cette troisième année, nous souhaitons que les 15 jeunes de notre ville puissent bénéficier de cette aide de 180 € chacun. Ce coup de pouce financier les aidera à couvrir une partie des frais, donc transport, hébergement, activités, etc., facilitant ainsi leur accès aux vacances. Au-delà de l'aspect financier, les jeunes recevront également un soutien méthodologique crucial pour la construction de leurs projets, gestion de budget, réservation, prévention, etc. Cette adhésion permettra à nos jeunes de bénéficier directement du chèque vacances sur présentation de leur projet de séjour, transformant ainsi les vacances en un véritable levier pour l'autonomie, la mobilité et la citoyenneté. La convention d'adhésion s'est annexée à la présente délibération. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de valider l'adhésion du service jeunesse de Comble-la-Ville auprès de l'association Vacances Ouvertes en signant la convention si annexée et ainsi permettre à 15 jeunes Comble-la-Villais âgés de 16 à 29 ans de bénéficier d'un accompagnement personnel et d'un soutien financier de 180 € par jeune sous forme de chèque vacances dans le cadre de leur projet de vacances. La commission animation, épanouissement culturel et sportif a émis un avis favorable. Merci. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Ce qui nous permet, après adoption, de passer au point 12 que nous présente notre collègue Yvon Leray. C'est la signature de la charte ville ambassadrice du don d'organes. Oui, merci Monsieur le maire. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier, Monsieur le maire, pour avoir proposé lors du dernier conseil municipal cette initiative de devenir ville ambassadrice du don d'organes. Et en deuxième remerciement, je souhaiterais aussi en profiter pour remercier mes collègues pour l'ensemble des questionnements que ça a pu susciter, le dialogue que nous avons eu ces dernières semaines, mais aussi nos collègues de la minorité que nous avons eu aussi des échanges intéressants et constructifs, je dirais, lors de la commission. Mais avant de vous soumettre cette délibération concernant la signature de la charte ville ambassadrice du don d'organes, permettez-moi de poser quelques repères et de rappeler les enjeux humains, éthiques et citoyens qui soulèvent cette démarche. En 2024, plus de 20 000 personnes en France étaient en attente d'une greffe. L'année dernière, environ 5 800 greffes ont pu être réalisées grâce à la générosité des donneurs vivants ou décédés. Ces chiffres sont encourageants, mais montre aussi l'écart, encore assez douloureux, entre les besoins et les possibilités. Le don d'organes, nous le savons, sauve des vies. C'est un acte de solidarité ultime, un geste profondément humain. Pourtant, malgré le principe du consentement présumé, inscrit dans la loi depuis 1976 et renforcé par la loi de bioéthique en 2004, le taux de refus reste élevé. Environ 33% des familles s'opposent au don. Souvent simplement par méconnaissance de la volonté du défunt, ou faute d'avoir pu en parler ensemble, simplement. C'est là tout l'enjeu de cette charte, favoriser le dialogue, l'information et la pédagogie. Elle ne contraint personne, elle ne porte pas atteinte à la liberté de conscience, elle propose simplement à notre ville de s'engager aux côtés de l'association France Ado 77 et le collectif Greffe de Vie pour encourager la réflexion, pour ouvrir un espace serein et respectueux d'échanges, et pour informer sur le cadre légal existant. Soyons clairs, il s'agit d'une invitation à la lucidité, à la solidarité, à la responsabilité. La charte ne remplace en rien le choix personnel de chaque citoyen, mais elle favorise le droit de chacun de dire oui ou non, mais en connaissance de cause. Dans une société où tant de sujets divisent, celui-ci nous rassemble parce qu'il dit de la vie, de la mort en lien
et ce qu'il dit d'être entre nous des êtres humains. Nous savons que le don d'organes aujourd'hui permet à des enfants de grandir, à des parents de retrouver leur force, à des patients en impasse thérapeutique d'entrevoir un avenir. C'est pourquoi je vous propose, Monsieur le maire vous propose, et tout en respectant la diversité des convictions qui nous animent, de considérer ce projet non comme un mot d'ordre, mais comme un engagement de cœur, un appel à la conscience et un signal adressé à nos concitoyens. Ainsi, il est proposé de signer la charte ville ambassadrice du don d'organes, portée par cette association France Adopt 77, associée au collectif Grève de Vie. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de signer cette charte, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis également un avis favorable unanime. Merci de cette présentation extrêmement complète et convaincante. Oui, Madame Massé. Bonsoir, Monsieur le maire. Nous ne pouvons que nous féliciter lorsque notre commune adhère à une cause nationale importante comme celle-ci. Néanmoins, nous nous interrogeons sur le calendrier de cette adhésion. Pourquoi attendre juin 2025 pour épouser cette cause ? À la lecture de la charte des villes ambassadrices, de nombreux objectifs sont proposés en plus des panneaux à chaque entrée de la ville, à savoir organiser des manifestations annuelles chaque 22 juin, journée nationale, favoriser les interventions des associations et des coordinations hospitalières dans les écoles de la ville, planter un arbre de vie, diffuser dans le rencontre des informations importantes sur les dons d'organes, etc. Pouvez-vous nous indiquer quelles actions seront menées à partir de ce jour? Merci. Merci. Deux éléments de réponse. Le premier, j'ai entendu ce que vous avez dit et j'en suis un peu amer. Parce que derrière le début de votre propos, il y aurait peut-être que la décision que je vous invite à prendre aujourd'hui aurait un quelconque lien avec un certain calendrier qui permettrait à nos concitoyens de se prononcer sur l'avenir de leur commune. Si telle est votre pensée, je vous invite à l'abandonner, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'association Grève de Vie a écrit il y a quelques mois à l'ensemble des maires de France pour leur faire savoir à la fois son existence, qui n'était pas connue d'un grand nombre, et toute l'importance qu'il y avait à s'intéresser à ses objectifs et éventuellement de s'y intéresser au point de devenir ville ambassadrice. Des réceptions de ce courrier, j'ai pris contact avec l'association. J'ai été reçu par le président et le secrétaire général de l'association dans leurs locaux qui sont situés, ce n'est pas le fait du hasard, dans la très prestigieuse Académie de médecine. Et je n'ai pas eu besoin d'être convaincu au-delà de ce que j'avais appris en lisant leur documentation. Et j'ai donc fait savoir que ma démarche faisait suite à leur courrier et que j'étais déterminé à faire en sorte que ma commune rentre dans le petit nombre jusque-là, que j'espère grand demain, de communes décidant non pas d'influer sur la conscience de leurs concitoyens, mais de les inviter à parler de choses lourdes, graves, qui sont derrière ce projet, afin justement que, pour ceux qui l'auront décidé, la cause du don d'organes et de tous les bienfaits pour ceux qui en bénéficient, puisse progresser. C'est tout. Donc, il n'y a nul effet que l'on pourrait suspecter de quelque rapprochement avec un quelconque calendrier. Et vraiment, je vous le dis parce que c'est la réalité. J'aurais vraiment souhaité ne pas percevoir une certaine critique sur un présumé calendrier qui n'existe pas. Sur ce que nous allons faire, eh bien, nous allons devenir ville ambassadrice du don d'organes, et avec l'association Grève de Vie, initier
tout ce qui pourra permettre que les objectifs de l'association portés par notre commune soient atteints, et donc tout ce qui pourra conduire à la création de moments de rencontre, d'échanges auxquels la commune pourrait permettre, en apportant son concours, toute l'efficacité. Voilà ce que nous allons faire. Peut-être qu'ils vont puisqu'il a également eu l'occasion de rencontrer M. Cédric Émile, le secrétaire général, qui nous avait fait l'amitié de venir le jour de la fête de la ville partager un instant avec nous. Il a eu l'occasion d'en parler longuement avec lui. Peut-être qu'il a des informations complémentaires à nous donner. Alors, juste un élément qui peut paraître important, mais pour Madame Massé, je pense que ça l'est, mais pour nous tous, je vous invite à consulter la charte en elle-même, parce que vous lirez dans les objectifs de la charte, mais nous ne pouvons pas anticiper avant d'avoir signé un certain nombre d'engagements, et notamment celui de planter effectivement un arbre de vie. Enfin, certaines actions que vous avez énumérées sont dans la dite charte. Donc, on va signer la charte, puis ensuite on va se mettre, voilà, on ne va pas anticiper quelque chose qu'on n'a pas encore signé. Voilà, peut-être une question de logique, mais bon, je comprends votre empressement. Très bien. Ben, écoutez, merci de cet échange extrêmement digne et qui fait honneur à notre Assemblée. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé et nous pouvons passer le micro à notre collègue Muriel Gottin qui nous présente le point 13, donc, qui concerne le Fonds de solidarité logement. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention présentée par le département de Seine-et-Marne ayant pour objet de définir les modalités de financement et de gestion du Fonds de solidarité logement qui intervient en direction des familles comme la Villaise en difficulté sous la forme d'aide financière individuelle pour leur accès ou leur maintien dans le logement tant que dans le parc privé que public. Ce fonds intervient également pour le paiement des factures liées aux consommations de fluides. L'Assemblée départementale a décidé de fixer la contribution des communes adhérentes à 30 centimes par habitant, sachant que ce taux est inchangé depuis 2013, sur la base de la population légale totale de 2021, soit 22 389 habitants multipliés par 30 centimes, dont la somme est de 6 717 €. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la convention d'adhésion de la commune au Fonds de solidarité logement départemental, sachant que la commission municipale prévention, épanouissement, éducatif, social et citoyenne a voté de façon unanime. Très bien. Pas de remarques, pas de questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Nous avons achevé l'examen des questions soumises à notre ordre du jour. Nous pouvons maintenant passer à l'ensemble des questions au nombre de 3 qui nous ont été présentées par les groupes de notre Assemblée. Je vais tout d'abord donner la parole à un ou une représentante du groupe Agissons pour Combe pour la première des 2 questions qui nous ont été présentées. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. En ces temps de vacances imminentes, nous nous posons la question des actions en direction des adolescents qui fréquentent nos structures jeunesse. D'une part, pouvez-vous nous indiquer combien de jeunes sont attendus durant les mois d'été et quel effectif d'animateurs est prévu en conséquence, en rappelant la règle de 1 pour 12 au niveau de la réglementation. Et d'autre part, pouvez-vous nous indiquer ce qu'il est prévu pour rendre accessibles les activités qui seront proposées au plus grand nombre? Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci de cette question. Bon, nul propos désagréable en réponse, mais heureusement que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour nous préoccuper de ce que nous allions proposer aux jeunes de notre commune dans nos structures jeunesse. Vous savez que nous avons, par les autorités compétentes de l'État, un agrément dit accueil ouvert, qui autorise les jeunes à aller et venir librement dans les animations qui sont proposées par nos dispositifs. Et c'est dans ce cadre que nous accueillerons cette année, dans nos structures jeunesse, au moins 300 jeunes âgés de 11 à 17 ans, c'est la cible. Par ailleurs,
nous avons invité une centaine d'élèves de CM2, c'est-à-dire les plus grands sortants de l'école élémentaire, à s'inscrire, s'ils le souhaitent, le 7 juillet prochain, ce qui viendra compléter très probablement les effectifs d'ores et déjà enregistrés, les 300 dont je vous parlais. Nous atteindrons ainsi très probablement un nombre de participants équivalent à celui que nous avons accueilli durant l'été 2024. Donc 400 en gros, qui rentreront, qui sortiront, qui viendront à certains moments, pas à d'autres. Et donc ce n'est pas du tout le même concept et le même encadrement que pour nos centres de loisirs de l'âge élémentaire ou maternel. Et nous aurons, aussi bien en juillet qu'en août, une équipe de 6 encadrants, 6 animateurs, qui, comme les années précédentes, permettront à ces jeunes de bénéficier de tout ce qu'il leur est proposé. Tout ce qu'il leur est proposé, c'est là, c'est le document qui a été distribué à tous les enfants de collège, c'est-à-dire tous ceux qui sont en gros dans la tranche d'âge concernée. D'ailleurs, on en a amené un certain nombre d'exemplaires que vous pourrez, si ça n'est pas le cas, vous l'avez, consulter. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que entre juillet et août, ce sont au total 45 journées d'activité sur 2 mois, durant lesquels il y a le 14 juillet, il y a le 15 août, il y a des moments où beaucoup de nos concitoyens, surtout la première quinzaine d'août, sont partis ailleurs, passer ces semaines d'été. Et donc 45 journées d'activité, c'est considérable. Il y a des activités sportives, culturelles, des sorties en base de loisirs et découvertes sur l'ensemble de l'Île-de-France. Il y en a beaucoup, des ateliers créatifs, des ateliers culinaires. Notre structure information jeunesse, également ouverte, se déplacera au sein de l'ensemble des espaces publics, notamment les nombreux parcs de notre commune, pour y proposer de l'information sur divers thèmes, santé, orientation, et pourquoi pas, en regardant plus haut et plus loin, sur des projets européens. La fête jeunesse devait avoir lieu mercredi, après-demain. Nous avons pris la décision, compte tenu du risque de forte chaleur qui est avéré pour aujourd'hui, on l'a vérifié, demain très probablement et après-demain encore plus certainement, de reporter cette fête jeunesse au mois de septembre. Ça ne sera pas l'ouverture de la saison, ça sera la fermeture. Elle sera ouverte à tous les jeunes et ça renforcera bien sûr le projet dans son ensemble de nos animations estivales. Je rappelle que nous avons distribué énormément de documents, des flyers de cette programmation, laquelle, vous le notez une fois de plus, est partagée entre divers partenaires que sont la commune et ses équipements, l'élan, le tremplin et notre structure information jeunesse, mais également notre maison des jeunes et de la culture, qui une fois de plus est en partenariat extrêmement étroit avec nous sur les actions en direction du même public, qui est celui de la MJC et qui est celui de nos structures jeunesse. Et je tiens, et ça se voit dans le document de manière extrêmement claire, que pour la plupart, la quasi-totalité de ces activités sont gratuites. Elles sont simplement conditionnées au paiement d'une cotisation annuelle dont tout le monde conviendra qu'elle est annuelle et que son montant de 2 € n'est pas en lui-même un montant rédhibitoire qui pourrait faire craindre que certains enfants de la commune soient exclus de ce que leur propose, dans le volume, la qualité et la diversité que j'ai rappelé, l'ensemble des services et partenaires concernés. Une deuxième question avait été posée. Oui, Madame Massé, je vous en prie. De nombreuses familles prépayent les centres de loisirs bien à l'avance avec l'attente légitime d'assurer une place à leurs enfants dans leur centre de loisirs de secteur. Or, nous constatons que, malgré ce prépaiement, des enfants sont parfois dispatchés sur d'autres accueils de la commune. Par ailleurs, les familles règlent 2 mois de vacances sans connaître le programme des activités proposées, même par une liste exhaustive, ce qui rend difficile de motiver un enfant alors que les ACM ont une vocation éducative.
Quelles mesures concrètes la municipalité compte mettre en œuvre pour garantir aux familles une place dans le centre de loisirs de leur secteur après prépaiement? Et comment envisagez-vous d'informer les parents des activités prévues suffisamment en amont pour permettre une meilleure implication et motivation des enfants? Merci. Merci de cette question qui va permettre de rappeler certaines règles et également certaines contraintes auxquelles notre commune est tenue s'agissant de l'accueil dans nos centres de loisirs durant la période estivale notamment. Il faut savoir en effet que concernant les capacités d'accueil dans chaque centre, nous avons des règles strictes qui sont imposées par les services départementaux de la jeunesse et des sports et la PMI d'ailleurs, pour deux types de raisons qui se conjuguent, des raisons de sécurité et des raisons liées à la qualité d'encadrement. Je rappelle que nous résistons autant qu'il est possible de le faire sur notre politique qui consiste à avoir des taux d'encadrement dans nos centres de loisirs qui sont plus favorables que ceux que la réglementation nous impose. Tant qu'on pourra tenir, on tiendra. J'espère que les mauvaises manières qui nous sont faites et qui continuent à l'être de la part de l'État ne nous obligeront pas à revoir cette stratégie qui compte beaucoup pour nous. Lorsqu'un centre est complet, les places sont bloquées et les autres familles ne peuvent donc plus réserver de journée. C'est le principe. Et vous avez raison de souligner que le prépaiement ne garantit aucunement d'avoir une place dans le centre de son secteur. Le véritable enjeu réside dans le nombre de places disponibles et je rappelle ce que je disais tout à l'heure en écho à une intervention d'un de vos collègues sur ce sujet, que nous n'aurons pas cette année non plus d'enfants sur la touche, mais que par contre nous avons dû encore très récemment relancer des familles qui pourtant connaissent la règle du prépaiement et qui n'avaient pas encore payé. On leur avait donné 2 chances et on leur en a accordé une 3e pour vraiment confirmer par leur paiement qu'ils prendraient bien la place afin que, si ça n'était pas le cas, elle puisse être accordée à une demande qui jusque-là n'aurait pas pu être totalement satisfaite. Les enfants qui ne peuvent avoir une place dans le centre de leur secteur sont vraiment peu nombreux. Il y en a, mais ce nombre est très limité. Et lorsque la famille respecte les délais d'inscription, c'est-à-dire n'attend pas le dernier jour ou quelquefois ne passe pas le délai au-delà duquel on accepte encore, parce qu'il faut toujours être un petit peu disponible, plus tôt donc est l'inscription, plus les chances sont grandes, et pratiquement à 100%, d'avoir une place dans le centre de son secteur. En tous les cas, soyez assurés que nous faisons toujours en sorte que chaque enfant soit accueilli dans le centre de son secteur, afin d'assurer, parce que c'est important, une certaine continuité dans ses repères. L'école, le centre de loisirs en temps périscolaire et le centre de loisirs durant la période estivale ou des congés de petite durée, sans oublier bien sûr la logistique familiale qui peut passer par un éloignement le plus réduit possible entre le domicile et le centre où l'enfant est accueilli. Lorsque, en période de forte affluence, ce n'est malheureusement pas possible en raison des capacités limitées dans chaque centre, et là c'est limité de par l'agrément des services de l'État, nous proposons une place dans un autre centre, ce qui vise à garantir, même si c'est parfois contraignant, une solution d'accueil plutôt que de laisser un enfant sans mode de garde. Nous pourrions dire, vous demandez tel centre, il n'y a plus de place, excusez-nous, ça n'est pas possible. Nous faisons une proposition, et la plupart du temps, cette proposition est acceptée par la famille, même si elle aurait préféré une réponse plus proche de son aspiration. Concernant le programme d'activité, bon, bien sûr, le programme détaillé n'est pas toujours disponible très tôt, mais on est dans un cadre qui est différent de celui qu'on vient d'évoquer. On n'est pas dans un accueil
ouvert, je viens pas, j'arrive à tel moment, je repars à tel autre, sur une multiplicité d'activités. Là, on est à la carte. Hein. Le centre de loisirs, c'est pas un centre à la carte, c'est un centre sur projet éducatif, avec des activités variées, toujours de qualité. Hein, et c'est bien d'ailleurs pour ça que je ne connais aucun centre de loisirs nulle part en France. J'en ai animé et dirigé un certain nombre, il y a certes pas mal de temps, mais malgré tout ça compte encore, hein, pour savoir que on n'a jamais présenté sous forme comme celle dont nous parlions tout à l'heure, hein, un programme très précis, avec une programmation très en amont, hein, et dès le premier jour d'ouverture, par contre, hein, cette programmation, elle est prévue et elle est portée à la connaissance des familles. Et pour résumer donc, les centres de loisirs, contrairement à notre programme jeunesse de l'été, ce n'est pas une offre à la carte, mais un mode de garde porté par un projet éducatif. Et donc, il s'agit non pas simplement d'occuper le temps libre, ce qui s'explique beaucoup plus pour des pré-ados ou des ados, hein, mais de définir un cadre éducatif global auquel la famille va adhérer, au point de confier l'enfant à ces structures, non pas simplement sur une journée, mais sur plusieurs jours, voire quelquefois plusieurs semaines. Donc l'envie de savoir ce que les enfants feront concrètement est une envie tout à fait légitime, hein, satisfaite dès le premier jour d'ouverture de ces centres, donc dès la semaine prochaine, hein, mais il ne faudrait pas réduire, ce n'était pas votre propos, hein, mais l'accueil du loisir à une consommation d'activité telle que ça commence à être un peu plus le cas pour les enfants plus âgés, au risque d'ailleurs que les familles ne réservent que les jours qui les intéressent, entre guillemets, c'est-à-dire probablement les jours de sortie, ce qui ne permettrait pas, hein, de préparer ces projets, leur conduite et la présence des animateurs dans des conditions qui permettent de garantir la qualité telle que les services de l'État l'exigent de nous. Nous avons une troisième, dernière question qui nous est posée par le groupe majoritaire, et je crois que c'est Cyril Delpuech qui souhaitait la poser. Merci, Monsieur le maire. La direction académique des services de l'éducation nationale a confirmé il y a 2 semaines, lors de la phase 2 de la carte scolaire, la fermeture de 2 classes, une à l'école élémentaire de l'Orée-du-Bois et l'autre à l'école primaire de la Tour d'Aleron. Nous comprenons bien sûr l'émoi suscité dans la communauté éducative lorsque de telles mesures sont prononcées, mais nous constatons également un intérêt soudain de certains sur cette question ou encore des tentatives de manipulation ou de désinformation. Alors que notre majorité et la direction de l'action éducative travaillent toujours en étroite collaboration et loyauté avec l'inspection de notre circonscription, et ce, afin de faire évoluer au mieux la carte scolaire en fonction des moyens mis à disposition par l'État, beaucoup de choses sont parfois dites ou détournées quant à la responsabilité de la commune. Pouvez-vous nous rappeler le rôle de chacun en la matière ? Pouvez-vous également nous informer de l'évolution des effectifs sur notre commune pour la prochaine rentrée scolaire ? Et je vous en remercie. Merci. Bon, on a parlé jeunesse, on a parlé centre de loisirs, et nous parlons désormais école. Et cette question est effectivement extrêmement importante, surtout à l'approche de certaines échéances où il pourrait être tentant pour certains de faire prendre à nos concitoyens quelques vessies pour quelques lanternes. Et cette question va effectivement nous permettre de dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi et à qui il faut s'adresser, et d'inviter peut-être certains à ne pas dépasser certaines limites dans le culot, à agiter certains esprits et à se décharger de sa propre responsabilité vers d'autres. Je m'explique. Il est important de rappeler que c'est la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale, ce qu'on appelait jadis et qu'on continue à appeler couramment l'inspection académique, qui représente l'État au niveau du département, qui détient la compétence exclusive
en matière de carte scolaire. Je rappelle que la carte scolaire, c'est l'affectation des moyens enseignants sur une commune, en fonction d'un certain nombre de critères, un de ces critères évidemment étant l'effectif global sur la commune et dans chaque école des enfants appelés à être accueillis. Les décisions sont donc des décisions d'ouverture, éventuellement de fermeture de classe dans les écoles publiques. Nous avons 8 groupes scolaires, ou plutôt 6 groupes scolaires et 2 écoles primaires, regroupant sous même direction les enfants de petite section de maternelle jusqu'au plus grand de CM2. Et les décisions prises par l'Éducation nationale s'appuient sur plusieurs critères. Les prévisions d'effectifs telles qu'elles sont transmises par les communes, les seuils académiques définis donc par l'Académie, c'est-à-dire par l'État, en fonction des niveaux, soit en maternelle, en élémentaire. On se rappelle certainement qu'à une certaine époque, il avait été décidé que l'effectif maximum en classe de cours préparatoires puis de CE1 serait limité à 24 élèves. Bien évidemment, d'autres critères propres à l'éducation nationale, et parmi ces critères, les moyens humains disponibles, notamment le nombre de postes d'enseignants attribués au département par le ministère. Le ministère attribue des postes aux rectorats, aux académies, et les recteurs répartissent entre les départements et donc les DAZEN de chacun des départements le nombre de postes qu'il estime pouvoir mettre à leur disposition. La commune, elle est compétente avec un rôle essentiel dans les domaines suivants. Nous fournissons les locaux scolaires et nous en assurons l'entretien. Et je fais le constat, qui n'est pas pour moi une surprise, mais une belle satisfaction, que tous les ans, depuis que j'exerce les fonctions qui sont les miennes dans cette commune, c'est-à-dire quelques décennies, la rentrée se traduit toujours par une très grande satisfaction de l'ensemble des directions d'école quant au travail effectué par la commune pour permettre aux enseignants de disposer, en faveur de leurs élèves, de locaux de belle qualité, bien entretenus et bien préparés par nos personnels qui font un travail extraordinaire durant les congés d'été. Nous suivons bien sûr attentivement l'évolution démographique de notre commune, et notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants d'âge scolaire relevant des classes maternelles et élémentaires, afin donc, aux côtés de l'Éducation nationale, d'avancer pas à pas sur la prévision des effectifs scolaires, laquelle s'opère, Cyril Delpech évoquait la deuxième phase, en 3 phases. Première phase, janvier-février, premières orientations avec des indications d'écoles où il y aurait, selon les effectifs connus à cette époque, une perspective d'ouverture de classe ou un risque de fermeture. Deuxième phase, fin juin, début juillet, donc avant l'été, qui est confirmation ou infirmation des orientations portées à la connaissance des communes et du monde enseignant, de tous les partenaires, au début de l'année civile. Et la troisième phase, qui est la phase définitive et décisive, c'est la phase d'après la rentrée, avec éventuellement comptage dans les écoles où le doute sur les seuils pour créer ou les seuils pour supprimer subsiste encore, pour prendre les dernières décisions. C'est d'ailleurs pour ça que nous participons également à toutes les instances de concertation sur les réunions de carte scolaire en particulier. Nous sommes représentés dans les conseils d'école et nous défendons toujours avec détermination et très souvent avec succès les intérêts des élèves et des familles de la commune. Nous sommes d'une loyauté tout à fait exemplaire avec l'Éducation nationale, afin que l'Éducation nationale soit très attentive à tous les arguments non simplement numériques et mathématiques que nous lui présentons pour éventuellement obtenir le maintien d'une classe
dont le risque de fermeture existe, mais dont la perspective de réouverture l'année suivante serait telle que la maintenir afin d'assurer une continuité éducative et pédagogique semble une évidence. Nous sommes souvent écoutés sur des arguments de ce type, et il est même arrivé que les inspecteurs de la circonscription nous encouragent à accorder un peu plus que nous ne l'aurions fait, quelques dérogations dans certains secteurs afin de favoriser, parce qu'ils estiment qu'il faudrait que les effectifs le confirment, l'ouverture éventuelle d'une classe. On a connu ça, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une des écoles de notre commune. Donc nous sommes loyaux et partenaires avec l'Éducation nationale et nous défendons bec et ongle, mais dans le respect de cette loyauté, les intérêts de nos familles. C'est ainsi que nous alertons l'inspection académique sur des situations locales d'une école par rapport à une autre particulière, ou sur les conséquences plus dommageables, notamment au plan social, de certaines décisions. Et nous sommes très souvent écoutés, compte tenu bien sûr des moyens dont dispose l'Éducation nationale et que la commune n'a aucun moyen de modifier en sa faveur. Cette collaboration entre la commune et notre direction académique est primordiale, mais il faut rappeler que les décisions finales concernent l'État, rien que l'État. Pour l'année scolaire 2024-2025 qui s'achève, nous avions dans l'ensemble de nos écoles 2731 élèves. À la date d'aujourd'hui, les prévisions pour la rentrée prochaine font apparaître 2660 élèves, c'est-à-dire une baisse de 71 élèves sur l'ensemble du territoire de la commune. Si on applique une moyenne théorique qui n'est pas que théorique, c'est la moyenne constatée sur notre commune, 24 élèves par classe. Je rappelle qu'il y a une certaine période, pas si vieille que ça, les seuils d'ouverture ou de fermeture, c'était 30 en maternelle et c'était 27 en élémentaire. On a une moyenne d'élèves par classe à Comble-la-Ville de 24 élèves par classe. Ça ne permet pas, bien sûr, de régler toutes les difficultés à faire progresser et réussir ensemble tous nos élèves, mais constatons, hors tout champ d'appréciation politique, que les efforts qui ont été faits et dont a bénéficié notre commune sont importants. Et donc, si on retenait cette moyenne théorique et constatée de 24 élèves par classe, 71, c'est presque 72, nous aurions pu avoir la perspective mathématique de fermeture de 3 classes sur des critères qui seraient restés purement quantitatifs. Toutefois, 2 seules fermetures viennent d'être confirmées lors de la phase 2, une classe à l'école élémentaire de Loré-du-Bois et une autre à l'école primaire de la Tour d'Aleron. L'effet de seuil est important à la Tour d'Aleron puisque le nombre de classes de cette école primaire où nous avons récemment regroupé les classes élémentaires et les classes maternelles sous la même direction. Quand on a moins de 10 classes, l'effet de seuil de création d'une classe ou de fermeture d'une classe se fait plus sentir. Mais si on en restait là, ce que nous ne souhaitons pas, à la Tour d'Aleron, l'effectif moyen serait légèrement supérieur à 25 élèves, ce qui peut être comparé à des effectifs moyens sur d'autres communes et à d'autres époques, ne serait pas aussi préoccupant que cela. La décision, donc, si elle était confirmée, serait impactante, mais la concertation engagée par la commune avec l'inspection a permis de limiter les fermetures, et je dirais même que nous avons récemment, lors de la réunion trimestrielle de nos rendez-vous scolaires qui nous réunissent avec les directrices et directeurs d'école et avec les représentants des parents d'élèves, a été évoquée la perspective qui peut être ouverte à la rentrée prochaine d'une ouverture de classe sur l'école de Lannou. Les interrogations, les nôtres autant que celles des enseignants et des représentants de parents, portant sur le nombre très faible d'enfants actuellement inscrits sur nos listes pour l'école de Lannou à la Sansonne, issus des logements construits et désormais en cours
très avancée d'attribution sur l'ancien site des Brandons. Hein, de mémoire, c'est 7 ou 8 enfants seulement qui, à l'heure actuelle, ont été inscrits par leur famille. Il est possible, probable, dans des proportions que nous constaterons avant la rentrée, qu'il y a un nombre un peu plus important d'enfants qui viennent à nouveau compléter donc les effectifs de l'école de Lannou, ce qui rend l'inspectrice de notre circonscription, l'ayant elle-même évoqué, potentiellement envisageable la création d'une classe dans cette école de Lannou. Donc, l'écoute et le dialogue existent en permanence entre nos services, ceux de l'éducation nationale et les familles. Je voudrais, pour terminer ce propos, et avant l'été, et avant que ne s'ouvre à partir du 1er septembre la période que la loi oblige et qui entraînera une autre organisation du débat public et du dialogue entre les acteurs de la vie locale, puisque le maire que je suis et sa majorité se verront beaucoup plus limités, c'est la loi qui le veut, dans la communication à l'approche des 6 mois précédant l'élection municipale. Je voudrais, sur ce sujet, être très clair. Je refuse, avec la plus grande énergie et avec une tranquillité déterminée, que quiconque me fasse porter la responsabilité de ce qui ne relève pas de la commune. En matière scolaire, le maire que je suis a fait, dans son activité professionnelle et au-delà, la preuve que personne n'a jamais contesté de son engagement farouche et déterminé pour l'école de la République. Et c'est bien pour ça que les services municipaux, mes collègues, dans le cadre des fonctions qui sont les nôtres et que j'ai rappelées tout à l'heure, font un travail considérable pour les écoles de notre commune. S'il faut interroger quelqu'un sur la responsabilité de l'éventuel maintien de ces 2 fermetures, c'est celles et ceux qui sont à l'origine du budget de notre pays en 2025. Le budget de notre pays en 2025 a été voté dans des termes qu'on connaît, à l'issue de procédures qui sont celles que l'on connaît, et notamment le 49.3, et en l'absence d'une motion de censure qui avait frappé pour des raisons budgétaires le gouvernement Barnier, mais qui, pour les mêmes raisons budgétaires, n'a pas semblé devoir frapper le gouvernement qui l'a suivi. Elle est là, la responsabilité. Je dis tout net à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui seront amenés à nous écouter et nous regarder demain, puisque nos débats seront retransmis dès demain matin. S'il y a sur la commune une personne responsable du sujet qui nous concerne, c'est une personne qui, éventuellement, habitant sur la commune, aura contribué au vote du budget 2025 tel qu'il a conduit à ce que les moyens mis à disposition de l'Académie, puis ensuite par l'Académie des départements, conduisent à ce que, les chiffres parlant par ailleurs, il soit envisagé de fermer 2 classes dans nos écoles. Elle est là, la responsabilité. Et je suis scandalisé qu'une personne exerçant des fonctions parlementaires ait ce toupet, ce culot de mettre sur le maire une responsabilité qui, si elle la regarde bien en face, est la sienne. Je continuerai à le dire haut et fort, parce que le sujet concernant nos enfants est un sujet que je porte tellement depuis près de 60 ans que je n'accepterai pas d'être sali comme on envisage de le faire d'un certain côté aujourd'hui. Je me battrai jusqu'au bout et je continuerai à dénoncer de manière ferme, forte
et définitive, ceux qui feraient mieux de se regarder en face plutôt que d'accuser ceux qui n'y sont pour rien de ce qui est susceptible de se présenter à la rentrée prochaine. Je forme le vœu que nous ayons des éléments nous permettant à la rentrée prochaine non seulement d'obtenir qu'une fermeture, et pourquoi pas les deux, soient annulées parce que nous aurions les effectifs nous permettant d'y parvenir, et je vais plus loin, j'espère également que la vérité des effectifs qui arriverait durant l'été nous permettra également d'ouvrir une classe sur l'école de Lannou, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai été long, j'en suis désolé, mais sur des sujets comme celui-ci, qu'on ne vienne pas me chercher. Parce que quand on me cherche, on me trouve. Et on me trouvera, et je ne me laisserai pas faire, au nom de tout ce que je porte ici, avec l'ensemble des conseils municipaux que j'ai présidés depuis 30 ans, sur toutes les questions relatives à nos écoles. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été.